Bien, écoutez, on va reprendre nos débats et nos présentations. Alors, je suis le colonel Laurent Vidal, je suis le délégué au patrimoine pour la gendarmerie nationale et j'aurai le plaisir d'animer cette troisième table ronde de la journée qui porte sur les acteurs et les espaces de la clandestinité. Alors, autour de moi, ce sera sans doute la table la plus militaire de la journée, puisque monsieur Campion est le seul civil à intervenir sous mes ordres, ce qui laisse présager, je n'en doute pas, une grande discipline dans la tenue des délais. Alors, on va parler un petit peu donc de la pratique de la clandestinité, notamment sous l'uniforme, ce qui est quand même un sacré paradoxe. L'armée, les gendarmes sont susceptibles et supposés agir en tenue. C'est d'autant plus important que la validité du travail pour les gendarmes et parfois le sort réservé aux militaires lorsqu'ils sont surpris à travailler sans uniforme ou à combattre sans uniforme est parfois très funeste. C'est un postulat qui semble évident mais qui connaît des exceptions. Je vais citer le chef d'escadron Cochet-Stavini qui avait rédigé un splendide dictionnaire de la gendarmerie à la fin du 19e siècle et qui disait avant de terminer cette notice, il convient de combattre et de détruire cette pensée que la gendarmerie a dans ses attributions certains devoirs qui demandent mystères et ténèbres. Ce préjugé n'a pu naître que de l'ignorance de son institution. Cette arme tient tous ses devoirs de la loi. Elle ne peut faire impasse sans s'appuyer sur elle. Elle seule la gouverne et elle ne peut s'en écarter sans une responsabilité effrayante. Donc c'est sur ce postulat que je vais céder la parole à mon camarade José Montul. Le colonel Montul donc, est un officier de gendarmerie depuis 1994. Il a tenu des postes à responsabilité dans le domaine opérationnel à tous les niveaux, un groupement, enfin escadron, compagnie, et puis surtout ensuite c'est un praticien de la police judiciaire puisqu'il a commandé successivement 2 sections de recherche à Pau et à Bordeaux. Actuellement, il est en poste à la direction de la gendarmerie nationale, la direction générale de la gendarmerie nationale à Issy-les-Moulineaux, à la sous-direction de la police judiciaire. Et donc, il va nous entretenir de la manière que la gendarmerie, dont la gendarmerie travaille en civil, dans le cadre de ses attributions de police judiciaire, avec les limites que cela suppose et les bornes très bien définies qui sont posées par la loi. Je te cède la parole. Le témoignage que je vais vous livrer, c'est un témoignage de praticien. Donc il n'a pas la rigueur scientifique ni la précision historique des présentations qui vous ont été faites ce matin. Quand on a choisi le sujet gendarmerie et clandestinité, la gageure nous a paru difficile, tant le mot la clandestinité et la gendarmerie semblent éloignés l'une de l'autre. On peut passer. Alors ce matin on a cité Littré. Hier soir quand je préparais la présentation, je me suis plongé dans l'édition Larousse 2013. Si je considère que ce qui est clandestin, c'est ce qui est caché, et puis par extension ce qui est contraire à la loi, là on mesure le paradoxe, puisque dans ses principes fondateurs, la gendarmerie, dans aucun cas, ni directement ni indirectement, ne doit recevoir de mission occulte de nature à lui enlever son caractère véritable. Son action s'exerce toujours en tenue militaire, ouvertement et sans manœuvre. Donc ça, c'est dans un décret sur l'organisation et le service de la gendarmerie de 1903, qui est un de nos traités fondateurs. Et puis, comme chacun sait ici, une des missions principales de la gendarmerie, c'est de faire exécuter les lois. Dès lors, comment nous avons été amenés à développer certaines pratiques clandestines, certains modes d'action qu'on peut considérer comme clandestins. Et qu'est-ce que ça recouvre? C'est un petit peu ce que je vais essayer de vous présenter dans les 20 minutes qui suivent. Peut-être même un peu moins, ça laissera le temps aux questions. Alors on a un contexte de départ qui est un peu particulier. Fin 18e, début 19e, on a une période où les régimes se succèdent et la gendarmerie, fidèlement, va servir tous les régimes, avec parfois la tentation d'utiliser les forces de sécurité
à des fins politiques, pour surveiller, réprimer les opposants d'hier ou de demain. Bon. Sous le Premier Empire, il y a quelques cas documentés où la gendarmerie, notamment pour l'enlèvement du duc d'Enghien en 1804, les gendarmes se déguisent, enlèvent le duc d'Enghien. Pareil pour le pape. Et donc, tout au long du 19e jusqu'au début 20e, quels que soient les régimes qui se succèdent, il y a une crainte que la gendarmerie ne sorte un peu des missions de police traditionnelles pour être utilisée à des fins politiques. Ça, c'est vraiment une crainte qui persiste jusqu'au début du XXe, puisque quand Clémenceau, on le citait ce matin, propose au chef de la gendarmerie de s'adapter à la criminalité et de créer les brigades du tir, si j'ai bien compris, les chefs de la gendarmerie commencent par dire non. C'est comme ça d'ailleurs que sera créée ce qui est aujourd'hui la direction centrale de la police judiciaire. On peut passer... Et il faudra attendre en fait l'affaire Grégory et l'échec qu'on peut considérer de l'affaire Grégory pour que nous réfléchissions sérieusement à la façon dont nous conduisons la mission de police judiciaire et que finalement la logique de performance et d'efficacité prenne un peu le dessus. Les brèches sont ouvertes en 1987. Ça commence par l'autorisation par le directeur de la gendarmerie d'utiliser la tenue civile pour accomplir ponctuellement des missions de police judiciaire. L'objectif premier est en fait d'assurer des surveillances, des filatures sans être détecté. En fait, il y a un objectif de furtivité. Ça se traduira d'ailleurs une dizaine d'années plus tard par la création d'unités spécialisées au sein du GIGN, le GOR, le groupe Observation-Recherche, et dans les régions, les groupes d'observation-surveillance, qui seront dédiés à cette mission. Mais les unités de recherche opèrent de plus en plus en civil, et finalement, aujourd'hui, c'est la règle. Bon. À cette mission, j'allais dire, qui répond à un objectif de furtivité, il y a d'autres missions qui viennent s'ajouter, notamment en 2004, ça a été évoqué ce matin, la loi Perben qui porte adaptation de la procédure pénale à la criminalité, où on part du principe qu'effectivement, pour lutter efficacement contre la criminalité organisée, c'est pas les écoutes téléphoniques ou les prélèvements ADN ne suffisent pas, et qu'il faut déployer des modes d'action plus clandestins, dirons-nous. Voilà. D'emblée, c'est la reconnaissance d'une pratique qui se faisait, mais qui était plutôt allégale, de la rémunération des informateurs à des fins d'élucidation des enquêtes. Donc, de fait, la gendarmerie organise, pour gérer ses sources, déploie des modes d'action pour préserver évidemment le caractère secret des rendez-vous, le caractère secret de l'identité des sources, pour protéger les sources et pour protéger également les enquêtes judiciaires qui seraient conduites à l'issue des renseignements qu'on aura recueillis auprès de ces sources. Alors il y a le jeu traditionnel des avocats, c'est d'essayer d'identifier sur tous les dossiers de criminalité organisée s'il y a une source, et ensuite de demander la déclassification des documents relatifs à la gestion de cette source pour essayer de porter j'allais dire le doute sur le respect des principes de contradictoire dans le procès pénal. Voilà. Je reviendrai là-dessus. On a deux contraintes majeures. Un, on ne provoque pas l'infraction, et deux, dans les modes d'action qu'on déploie, on a le principe du contradictoire qu'on doit respecter. Voilà. Donc là encore, tous les enquêteurs de section de recherche, donc on a à peu près une section de recherche par région, et la gendarmerie commande 4 offices centraux de police judiciaire. Donc il y a là des gens qui sont entraînés et formés à gérer des sources humaines, et on a aussi des groupes spécialisés qui ne font que ça. Là, on est bien dans une logique d'élucidation des enquêtes judiciaires, et la rémunération de ces sources ne se fait qu'à l'issue de l'enquête judiciaire. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent ? N'hésitez pas à m'interrompre si
si vous avez quelques questions que ce soit, parce que je vais balayer assez rapidement, mais évidemment, on pourrait tenir 3 jours sur les sujets. Alors, de cet objectif de furtivité, de la gestion des sources, là, on a passé encore un stade, puisque aujourd'hui, on conduit des opérations sous identité fictive, qui sont bien sûr encadrées par la loi. C'est-à-dire que dans le cadre de ces opérations, les gendarmes commettent des infractions, mais ce sont des infractions encadrées par la loi. Monsieur Roosevelt l'évoquait ce matin, à partir de 2007, dans l'arsenal législatif, on autorise les enquêtes sous pseudonyme. Alors l'enquête sous pseudonyme, initialement, c'est pour lutter contre la pédophilie. Et puis progressivement, on peut appliquer ce mode d'enquête à tous les champs d'infraction graves. Voilà. Trafic d'armes, apologie du terrorisme. Donc concrètement, ce sont des agents, des gendarmes qui créent un avatar, un profil online, en général sur certains forums ou sur le darknet, et qui là pour le coup campent une identité qu'ils n'ont pas. Donc ça peut être une jeune fille de moins de 13 ans, ou ça peut être quelqu'un qui est un peu perdu et qui a trouvé Dieu et qui se radicalise. La deuxième mode d'action, donc là on a à peu près 120 personnes qui font ça chez nous. Et on peut, dans le cadre de ces enquêtes sous pseudonyme, acheter des contenus de preuves en ligne. On peut acheter des produits stupéfiants, des armes, tout un tas de choses, pour administrer la preuve. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les infiltrations. Donc là, les infiltrations se font dans le cadre d'infractions relatives à la criminalité organisée, où les gendarmes sont partie prenante d'un même service avec les policiers et les douaniers. C'est le service interministériel d'appui technique qui conduit ces infiltrations. Donc là, c'est bien un agent, qui peut être un gendarme, qui, la plupart du temps, se fait passer pour un criminel pour infiltrer une organisation criminelle et recueillir des preuves. Et dans ce cadre-là, il peut être amené à commettre certaines infractions bénignes. Il a évidemment un superviseur, et en cas de procès, l'agent infiltré, son identité reste secrète, mais le superviseur peut être amené à témoigner. Le troisième et le plus récent chronologiquement, ce sont les coups d'achat, qui sont des opérations à plus court terme, qui procèdent en fait d'une pratique qui avait cours dans le milieu à la préfecture de police de Paris pour lutter contre le trafic de stupéfiants, ou en fait pour lutter contre le deal de rue, un policier se présentait comme un acheteur de stupéfiants et au moment de la transaction, on interpellait les vendeurs. Aujourd'hui, la gendarmerie procède à des coups d'achat, des opérations de coups d'achat, avec donc des gendarmes qui se font passer pour des acheteurs d'armes ou de stupéfiants en vue, souvent en complément dans le cadre d'une enquête en cours pour essayer de recueillir des éléments de preuve. J'insiste, il n'y a plus aujourd'hui de mode d'action qui soit allégaux. Tout est couvert, tout ce qu'on fait est prévu dans un texte. Donc dès qu'on a une enquête judiciaire ouverte, toutes ces méthodes, toutes ces techniques que je vous ai décrites sont prévues dans le Code de procédure pénale. Mais avant l'ouverture d'une enquête judiciaire, on déploie aussi des méthodes pour recueillir le renseignement. C'est le cas par exemple des sources. Mais on a aussi des capteurs techniques. Et là, c'est prévu par la loi sur le renseignement de 2015. J'allais dire, il n'y a plus aujourd'hui de pratiques qui ne soient plus couvertes. Alors qu'il y a quelques années, par exemple, la pose de balais sur une voiture, la gestion d'un informateur, n'étant pas prévue par la loi, on était dans un cadre illégal. Une contrainte majeure qu'on a, c'est qu'on ne peut pas provoquer l'infraction. Donc on ne peut pas, par exemple, créer une officine pour vendre des produits stupéfiants. On s'intègre toujours dans le cas d'un trafic préexistant, voilà, pour respecter les principes du droit français. Si vous voulez, on pourra détailler un peu ce point qui est un peu technique. Oui, ok. Voilà. Et donc, si on revient au décret du 20 mai 1903, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que
finalement, ces modes d'action altèrent le caractère militaire de la gendarmerie. Est-ce que ces formes d'action clandestines sont susceptibles d'altérer notre caractère militaire? Bon, là, on pourrait discourir longtemps sur ce qu'est le caractère militaire de la gendarmerie. Je pense qu'en plusieurs jours. Mais si je retiens, par exemple, deux qualités qui sont en général le fait de toutes les actions militaires, c'est-à-dire la discipline et l'efficacité collective, je dirais que paradoxalement, ce sont peut-être les modes d'action où on a le niveau d'exigence le plus élevé en gendarmerie. Plus vous opérez dans un milieu peu orthodoxe, puisqu'on a quand même des gendarmes qui sont amenés à mentir, à se faire passer pour des criminels, plus vous intervenez dans un milieu, vous avez des missions peu orthodoxes, plus on a un niveau d'exigence en termes de discipline intellectuelle et de sélection donc, de ces agents qui est élevé. Et on recherche évidemment des gens qui sont bien dans leur tête pour conduire ce type d'opération. La seconde chose, c'est que vous n'avez, dans tout ce que j'ai décrit, aucun mode d'action où l'agent est isolé, que ce soit la gestion des sources, les coûts d'achat, l'infiltration ou l'enquête sous pseudonyme, il y a toujours systématiquement un superviseur. Tête chaude, tête froide. Voilà, moi pour ma part, j'ai fait regagner du temps. J'en ai terminé, mais si vous voulez qu'on approfondisse un sujet, je suis à votre disposition. La police au XIXe siècle, eh bien, c'est une intelligence de l'État qui réalise d'une certaine manière les conditions effectives de l'exercice politique. Elle est un savoir qui doit anticiper, un savoir qui doit prévoir, protéger le politique, afin de garantir l'unité et la cohérence du pouvoir. Cette activité, d'un point de vue purement descriptif, eh bien, elle correspond notamment à la recherche du renseignement, à la collecte d'informations et à la surveillance secrète de la population. Apparue selon Hélène Leuillet au moment de la création de la lieutenance de police à Paris, c'est-à-dire dans le deuxième tiers du XVIIe siècle, eh bien, cette fonction s'est largement développée durant le premier XIXe siècle. La police est devenue une sorte de clinique, d'hospice, de psychologue de la société, observatrice de ses humeurs, de ses rumeurs, intéressée par ses sentiments et cherchant à comprendre tout ce qui s'y passe. C'est pourquoi les différents régimes politiques développent, en Alsace comme d'ailleurs ailleurs en France, un véritable réseau d'indicateurs politiques aux multiples formes, cherchant à appréhender ce qu'on appelait à l'époque l'esprit public de la population. On touche là évidemment à la mythologie de la police, à sa part d'ombre, bien décrite d'ailleurs dans les transcriptions littéraires qui sont faites par les romanciers comme Balzac, Georges Sand, Flora Tristan, Alexandre Dumas, Victor Hugo, Erckmann Chatrian et bien d'autres. Avec parfois quand même des points de vue un peu originaux, comme celui d'Horace Resson, qui était journaliste et écrivain sous la monarchie de Juillet, et qui, dans une biographie du préfet de police Benjamin Delessert, eh bien, Resson nous explique que la police politique, qui utilisait des mouchards, eh bien, cette police politique, elle devait échapper à l'analyse des historiens et des moralistes, parce qu'elle concernait justement l'intérêt essentiel, la survivance de l'État. Évidemment, pour étudier cet ensemble, cet édifice, les sources qui ont été abordées ce matin, mais je vais peut-être m'attarder un petit peu sur la spécificité des sources concernant cette police secrète durant le 1er et 19e siècle. Alors, on peut dire que, on les trouve principalement aux archives nationales, dans les séries F1B, F1C3, mais surtout la très grosse, la volumineuse sous-série F7 des archives nationales. Il faut compléter ce corpus avec les séries M des archives départementales, avec également les fonds privés, ça a été vu ce matin, mais aussi, bien évidemment, les sources imprimées. Charles Schmitt, qui était conservateur au début du XXe siècle et qui avait d'ailleurs contribué à classer F7, nous dit qu'il fallait se méfier de ces sources policières.
Effectivement, les sources sont souvent parcellaires ou incomplètes, et l'étude de la clandestinité, eh bien, elle pose d'évidents problèmes méthodologiques. Les renseignements qui concernent les noms des agents secrets, la nature de leur mission, leurs techniques apparaissent inégalement, mais cet ensemble archivistique permet quand même de cerner la question. L'édifice de la clandestinité était d'ailleurs fondé en partie sur cette confiance qui liait le policier à l'agent de police secrète. Par mesure de précaution, les dirigeants policiers ont évité d'accumuler les notes concernant cette partie de leur activité. Parce qu'elle était jugée indigne, ils ont notamment brûlé et fait disparaître les papiers les plus compromettants. Vous avez peut-être en mémoire l'épisode qui se déroule en juin 1810, au moment où le duc de Rovigo succède à Joseph Fouché au ministère de la Police. Eh bien, Rovigo, il dispose d'une semaine pour faire brûler toute cette correspondance secrète. Alors, on peut dire, sur un plan qualitatif, que ces sources, eh bien, elles nous renseignent d'une part sur les volumes budgétaires, et c'est un aspect important. Pour l'Alsace, ce corpus rend compte, pour les années 1800-1830, eh bien, d'une vision assez précise de ces budgets. En règle plus générale, les informations sont habituellement éparses et les comptes de police secrète rarement exhaustifs sur le long terme. Les policiers ont également dû justifier leurs dépenses. Ce biais rend compréhensible la nature de mission des clandestins et, d'une certaine manière, eh bien, la finalité, les buts de la police secrète qui transparaissent au travers de ces éléments comptables. Une autre partie de la documentation, eh bien, elle concerne les rapports que fournissaient les agents de police secrète à la police. Ces comptes rendus, eh bien, on peut dire qu'ils sont souvent parcellaires, sauf peut-être pour François de Mouget, un émissaire de la préfecture qui livrait des informations régulières entre 1815 et 1817, puis entre 1822 et 1824 à la préfecture. Les rapports sont évocateurs des traits psychologiques des agents secrets. Leur lecture permet de déterminer certaines constances dans leur comportement, mais également dans leur rapport à la police officielle. Inversement, ces rapports nous renseignent aussi sur les éléments qui intéressent les fonctionnaires de police. Cet ensemble, eh bien, il faut évidemment le confronter à ce qu'on appelle les sources imprimées. Et les souvenirs des préfets de police, des ministres de l'Intérieur, des policiers sont innombrables. Là, le volume bibliographique, en effet, est très important et ces sources viennent compléter le corpus d'archives, mais elles sont évidemment souvent à manier avec précaution. Ce qu'on peut dire, au total, c'est que le volume d'archives est considérable. Il nous permet notamment d'examiner l'organisation de la clandestinité par l'État, et ce sera l'objet de mon premier point. Le système de la clandestinité est habituellement organisé par la police, notamment sous l'Empire. À Strasbourg, vous avez un commissaire général qui est l'équivalent du préfet et qui emploie 6 agents secrets permanents. 2 travaillent directement avec lui, 4 autres sont chargés de la surveillance des arrondissements de la cité. À Marseille, on a un système à peu près équivalent, mais là, ce sont 2 agents qui sont permanents. La liste la manière dont les commissaires généraux organisent leur police secrète, eh bien, ce sont des éléments qui sont connus et je ne vais pas tous vous les citer, mais globalement, on est là dans ce système que je vous ai décrit pour Strasbourg et Marseille. En Alsace, ces commissaires généraux disposent d'un budget très important. Il varie de 6 à 10 000 francs sous le Premier Empire, ce qui est une somme considérable, et il va atteindre un pic sous la Restauration avec 16 000 francs annuels dépensés pour la police secrète. Ce mode de financement relève des pratiques qui semblent d'une certaine manière homogènes dans la gestion des agents secrets, d'autant que l'administration centrale, eh bien, elle contrôle les dépenses, elle exige des reçus. Sous la Restauration, donc quelques années plus tard, eh bien, le système de la clandestinité, notamment
dans les premières années du règne de Louis XVIII, eh bien, il est bicéphale à Strasbourg. D'un côté, on a des lieutenants de police, successeurs des commissaires généraux, hauts fonctionnaires équivalents des préfets, qui dirigent un groupe de clandestins. Et de l'autre, on a le préfet qui, lui, emploie un ancien avocat qui est chargé d'organiser un réseau d'informateurs. Ces deux réseaux, évidemment, sont antagonistes, on se critique, on se dénonce mutuellement. Les renseignements sont un peu moins complets pour la période 1830-1870. En l'absence de hauts cadres policiers, les lieutenants de police sont supprimés en 1818, eh bien, ce sont les préfets qui dirigent les clandestinités départementales. On ne retrouve pas de système salarié, mais des agents plus ou moins permanents qui servent le pouvoir. Ce qui ressort de cet ensemble, c'est que l'État, par le truchement de ses hauts fonctionnaires, eh bien, il entretient une véritable clandestinité dont l'organisation varie selon les moyens alloués, mais qui est très structurée, sans d'ailleurs sembler parfois plus cohérente dans son fonctionnement. Au centre du dispositif, on retrouve évidemment les agents de police secrète, le personnel. Eh bien, on peut dire que la disparité dominait dans ce domaine, et cette variété, elle a d'ailleurs été soulignée assez largement par l'historiographie. En Alsace, eh bien, on constate une pareille hétérogénéité parmi les agents de police secrète. Les archives mentionnent des avocats, un ecclésiastique, un maître des postes, des artisans, un concierge de prison, des ouvriers, des domestiques, un militaire, enfin des militaires, un maire, un instituteur, des fonctionnaires. Enfin, vous voyez, le panel social est vraiment très vaste. Dans ses mémoires pour servir l'histoire des mœurs et usages des Français, Antoine Caillot écrivait en 1827, il rappelait le peu de scrupules et de dignité de personnes, disait-il, décorées de la Légion d'honneur et même des nobles, qui n'hésitaient pas à flétrir leur blason en collaborant avec la basse police. Après tout, il n'est guère surprenant de retrouver une grande diversité sociologique. La police tenait à obtenir une information sur l'ensemble de la société et elle se voyait presque contrainte de recruter dans des milieux sociaux très diversifiés. Son désir d'écoute justifiait en quelque sorte sa curiosité. En ce qui concerne le recrutement de ces agents secrets, là aussi, il n'y a pas de véritable règle, mais ce qu'on peut noter, c'est que la plupart du temps, les candidats proposent leur service à la police et non l'inverse. Ainsi, sous la Restauration, François de Mouget suggérait-il au préfet d'employer plusieurs personnes qu'il avait sélectionnées parmi, et je le cite, l'espèce intelligente. Le premier était un dénommé Kraft, qui était boucher de profession. De Mouget nous disait qu'il était aisé et que son état le mettait à même d'aller partout. Le second, un nommé Grèce, était hongreur, c'est-à-dire castreur d'animaux. Il était appelé partout, selon de Mouget, depuis de nombreuses années, et couvert par son état tout particulier. Sa présence n'est suspecte nulle part. Le troisième agent, lui, était journalier. De Mouget s'était encore adjoint 2 personnes pour l'observation spécifique de la ville de Strasbourg et de ses environs. Il s'agissait là de 2 anciens militaires, dont l'un, je cite le rapport, était unique pour accoster tout le monde et savoir ce qu'il veut. Actif, intelligent, il a des qualités morales et religieuses. Les qualités morales et religieuses sont essentielles pour être agent secret. En matière de traitement, maintenant, eh bien, moi, je me rangerais plutôt sur l'opinion de Vivien, qui était préfet de police au début de la monarchie de Juillet, et qui disait qu'en général, les services de police s'obtiennent à peu de frais, la concurrence est très grande, dit-il, les consciences se tarifient à très bas prix. Alors, hormis François de Mouget, donc, qui dirigeait une officine de police secrète et qui percevait un salaire de 1 200 francs annuels, ce qui est à peu près l'équivalent de 2 salaires et demi d'ouvriers, eh bien, les autres agents, eux, n'étaient guère payés. On peut relever encore une permanence dans l'emploi du personnel de la police secrète par les policiers. Ces derniers ont privilégié, de 1800 à 1870, l'emploi d'agents qui opéraient sur une courte période parce que les informations qu'ils transmettaient étaient rapidement périmées et que les financements n'étaient pas toujours réguliers. Sans compter qu'ils délivraient souvent des informations au compte-gouttes pour pouvoir être financés plus longuement.
Alors ça, les policiers, évidemment, en sont conscients. Ils sont également conscients que les agents ont tendance à gonfler leurs révélations, toujours pour toucher de l'argent. Si on s'intéresse maintenant aux motivations, eh bien, il va sans dire que les motivations, les agents souhaitaient aider le gouvernement. Mais les sources nous montrent, au travers des demandes qui sont effectuées par les agents de police secrète, que la question de l'argent, elle est systématiquement abordée, souvent d'ailleurs de manière détournée, en insistant par exemple sur la modestie des moyens de celui qui postule à cet emploi. Quelles sont finalement les fins et les limites de la clandestinité? C'est ce que je vais aborder dans un dernier temps. Le caractère méprisable de la fonction d'agent secret était unanimement admis. En effet, les agents étaient mis au pilori par la morale. Certes, pour agir, il fallait conserver l'anonymat. L'emploi de pseudonymes constituait une précaution nécessaire, prudence qui était généralement de mise. Les agents demandaient d'ailleurs aux cadres policiers de ne mentionner dans leur rapport ni leur nom, ni même leur rapport. La suspicion d'une collaboration avec la police était outrageante, même si ce concours n'était pas avéré. Qu'on pense par exemple à Auguste Blanqui, qui est accusé, après 1839, après cette tentative de coup d'État, d'avoir collaboré, d'avoir transmis des informations à la police. Eh bien, jamais il ne réussira à se départir, à se disculper de cette accusation. Quelle était finalement la finalité des rapports des agents secrets? Les renseignements politiques qu'ils fournissaient constituaient pour les policiers un complément d'informations nécessaires, puisqu'aucun canal officiel ne permettait de sonder officieusement les esprits. L'autre fonction des agents secrets était de permettre à la police de repérer des lieux d'opposition, d'établir une sorte de cartographie des oppositions politiques afin d'être prêt, en cas de sédition, d'intervenir rapidement. Cette surveillance, elle ne s'intéressait pas uniquement aux figures de proue de l'opposition. Elle concernait également les humbles qui discutaient au bistrot et qui étaient désignés au préfet. Les rapports de police secrète venaient en quelque sorte confirmer ou infirmer les présomptions. Ils permettaient aux policiers de faire un bilan de l'assentiment politique de la population pour le gouvernement en place. Alors j'en viens à ma conclusion qui comportera plusieurs petits points. Tout d'abord, les mémorialistes qui avaient tous exercé des fonctions très importantes, les préfets de police, les chefs policiers, et qui ont évoqué cette question dans leur mémoire, eh bien tous condamnent l'emploi d'agents secrets, mais aucun d'entre eux ne s'est privé de les utiliser. Finalement, la documentation nous montre un monde occulte, organisé avec certaines constantes, comme les convictions politiques de ce personnel, qui sont indéniables, qui cohabitent avec un indéniable besoin d'argent, et ceci n'est pas à négliger. On note aussi ce qui avait été remarqué par Laurent Lopez ce matin, une interpénétration des cultures. Les policiers endossent souvent la qualité d'agent secret, comme Charles Pope, par exemple, en 1811, qui se rend en Saxe sous un nom d'emprunt pour enquêter sur la tentative d'assassinat de Napoléon par un jeune noble saxon qui s'appelait Salah. Les hommes politiques ne se sentaient pas capables de se priver de ces informations occultes. Les luttes politiques, les antagonismes idéologiques étaient extrêmement forts et en l'absence d'éléments de mesure comme les sondages, eh bien, ils sentaient la nécessité de pénétrer ou de surveiller les oppositions politiques. Pourtant, quand on examine le travail policier, eh bien, les rapports rendent compte d'une activité multiforme et souvent très bien organisée. Alors, je prends l'exemple ici du commissaire de Boulogne, par exemple, ou de celui de Strasbourg en 1811, qui établissent des rapports qui rendent compte de leur activité protéiforme. Ces rapports rendent compte, et je cite, la liste est longue, l'état des prisons, les bruits et rumeurs, les mouvements des ports, le solde des importations et exportations, la conscription, la contrebande,
Les loteries, les délits, les jugements prononcés par les tribunaux, les hôpitaux, les maisons d'éducation, les monts de piété, les spectacles, les manufactures, le commerce, le service de la gendarmerie, la marche des tribunaux. On a là un véritable ensemble qui donne des renseignements tangibles. Bref, l'ensemble de la vie publique est entrevu par l'œil policier, notamment sous l'angle souvent très précis des prix des marchés, du coût des denrées de première nécessité et plus généralement de la marche des activités économiques. Autant de renseignements tangibles permettant une véritable évaluation sur la situation des villes et des départements. L'utilisation d'agents clandestins permettait en quelque sorte de multiplier les canaux de l'information pour toucher à une inaccessible vérité. Ce renseignement politique, obtenu par des agents clandestins que l'on désirait collecter à tout prix, ce renseignement politique était une caractéristique du pouvoir pour qui le temps était à l'inquiétude. Voilà, je vous remercie. Merci, mon colonel. Alors, notre intervenante suivante est un officier de l'armée de terre. Le lieutenant Morgane Barré est donc chargé de recherche à la division recherche-études enseignement du service historique de la défense. Elle mène actuellement son travail de doctorante sous la direction de M. Vievorka sur la formation des officiers français durant la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'est sur ce sujet-là qu'elle va nous entretenir, notamment sous l'angle de la formation, on va dire, dans des conditions clandestines d'officiers pour la renaissance d'une armée après la défaite de 1940. Lieutenant, je vous laisse la parole. Merci, mon colonel. Mesdames et messieurs, dans son article intitulé « Que faire ? Les officiers de l'armée d'armistice démobilisés face à cette interrogation », le général et historien Jean Delmas souligne à quel point le combat clandestin reste psychologiquement, pour des officiers de carrière, un choix difficile. Il s'accompagne d'une entrée dans un monde inconnu, éloigné de toute tradition militaire, et que la propagande de Vichy, à laquelle l'armée d'armistice a été largement soumise, identifiée à une bande de terroristes communistes. Surtout, l'entrée dans la résistance et la clandestinité postule la transgression. Pour les militaires, elle préfigure le départ d'une armée régulière vers des mouvements parfois encore partiellement constitués et éloignés de l'idée même d'armée. La clandestinité présuppose pour les officiers l'abandon de références communes et d'un cadre de conduite légale qui les ont accompagnés tout au long de leur carrière. Dans le même temps, elle impose des nouvelles formes de comportement et de combat, ce qui les oblige à repenser leur formation. La dissolution de l'armée d'armistice à compter du mois de novembre 1942 pose donc les bases d'une nécessaire réflexion sur le devenir des officiers ayant fait le choix de la clandestinité et soulève plusieurs questions. Tout d'abord, celle de la capacité des officiers à appréhender les combats clandestins. Y sont-ils préparés ? Y a-t-il une formation dédiée à ces questions et spécifique au combat de la clandestinité ? Parallèlement, apparaît aussi la nécessité pour les officiers de s'adapter à leurs nouvelles conditions, et donc celle de recevoir une formation spécifique à l'aune des pratiques mises en place par les différents mouvements clandestins. Enfin, dernier aspect, celle de l'acculturation entre les méthodes dites classiques et celles issues de la clandestinité. Y a-t-il amalgame, réappropriation, ou bien au contraire utilisation de méthodes spécifiques au détriment d'une autre. Donc, le propos de mon article se limitera ici à une analyse des méthodes mises en place dans les mouvements clandestins formés sur le territoire métropolitain français, et tout particulièrement les maquis. Donc, le difficile accès aux sources a déjà été abordé tout au long de la matinée et même tout au long de la journée. Nous soulignerons toutefois que sur ce sujet spécifique, un biais apparaît. Les sources consultées sont pour la plupart issues du musée de la résistance nationale de Champigny-sur-Marne, qui limite donc la diversité des mouvements de résistance. Les maquis évoqués dans mon propos seront pour la grande majorité des maquis FTP, affiliés au Parti communiste, ce qui pose la question de leur représentativité dans le paysage des résistances. De même, pour des raisons de temps et de format, mais aussi principalement de sources, la question des officiers formés pour les besoins du SOE ne sera pas évoquée et qui constitue pour autant un sujet en soi. Les combats de la Première Guerre mondiale se caractérisent par la pratique du coup de main, qui complète l'activité traditionnelle des patrouilles. L'objectif de ces coups de main est d'obtenir du renseignement et d'entretenir l'insécurité de l'adversaire,
le maintenir en état d'alerte, tout en le déstabilisant et déstabilisant ses positions. Devenues emblématiques des nouveaux types de combats, ces méthodes ne trouvent pourtant aucune application dans les écoles en charge de former les futurs officiers au lendemain de la Grande Guerre. L'armée française, marquée par la guerre des tranchées, s'adapte très lentement aux exigences d'une guerre de mouvement. C'est pourquoi le maniement des armes, la vie en campagne et les exercices de terrain pour appréhender la fatigue et forger les caractères constituent la grande majorité de la formation. Rien n'est professé sur les méthodes de guérilla, les coups de main, voire la guerre subversive. Surtout, les écoles de formation initiale se caractérisent par l'imposition d'une discipline très forte et coercitive qui limite d'autant plus le départ vers la clandestinité. Dès lors, si la formation prodiguée aux futurs officiers dans les écoles militaires pose des bases qui pourront éventuellement leur être utiles dans les combats clandestins, comme la vie en campagne ou le maniement des armes, force est de constater que celle-ci les prépare de façon incomplète et même d'ailleurs ne les prépare pas. Ce manque constitue un frein chez les officiers peu enclins à quitter un cadre légal. En même temps, il limite dans un premier temps les actions des mouvements clandestins qui ne disposent pas des bases nécessaires à une mise sur pied efficace. Les fondateurs des mouvements durent littéralement inventer les formes de leur engagement, ce qui supposait une imagination d'autant plus fertile qu'ils ne pouvaient s'appuyer ni sur des précédents historiques, ni sur des structures disposant de traditions de lutte, ni l'armée, ni les partis ou syndicats n'appelèrent initialement au combat, rappelle Olivier Villorca. C'est pourquoi la dissolution de l'armée d'armistice est l'occasion pour les différents mouvements de résistance et maquis d'espérer pouvoir capter à leur profit l'expérience militaire et de terrain des officiers désormais en situation de non-activité. C'est notamment et principalement vers les officiers de l'armée de terre, mieux préparés à ce type de combat, mais aussi plus nombreux et mieux répartis sur le territoire national, que vont se tourner les chefs locaux de la résistance. Sur 11 000 officiers encore présents en métropole en novembre 1942, 4 000 intègrent les rangs de la résistance et 2 500 tentent l'expérience des maquis à partir de la fin de l'année 1942. Le départ de ces officiers vers des structures de combat clandestines se traduit par une double nécessité. D'un côté, l'obligation de s'affranchir en partie du cadre mental rigide imposé par la formation initiale. Donc celle-ci, entretenue tout au long de la carrière, promeut en effet une discipline stricte, une obéissance totale aux ordres et une prise d'initiative limitée à l'échelon individuel, autant de préceptes qui sont en opposition avec les méthodes du coup de main. De l'autre, le besoin pour les officiers peu au fait des méthodes clandestines de recevoir une courte formation sur les buts et méthodes des maquis. Parallèlement, l'afflux de réfractaires au STO au cours de l'année 1943 et la constitution de groupes disséminés pour la plupart pas ou peu armés fait ressortir un urgent besoin en cadre subalterne pour les commander. Se mettent alors progressivement en place des structures destinées à former les cadres de la résistance. En février 1943, Robert Soulages, officier de carrière de l'armée de terre, crée une école des cadres du maquis. Sensibilisé à la question de la formation des chefs, il propose la création d'une école de cadres associée au service national maquis, qui a pour objectif de transformer les réfractaires en combattants. Donc précisons ici d'emblée que si le vocabulaire d'école est repris et utilisé dans les sources, il doit être entendu en tant qu'institution morale et non en tant qu'établissement physique. Les élèves stagiaires ne se retrouvent pas au sein d'un bâtiment clairement identifié et défini comme tel pour des raisons évidentes de sécurité et de secret, mais se rassemblent autour de leurs instructeurs, le plus souvent dans un champ sur lequel est établi le camp, le maquis, ou bien dans un grenier ou une grange désaffectée en fonction des besoins ponctuels. Une série d'écoles ouvre à compter d'avril 1943 et accueille chacune une trentaine de stagiaires, tandis qu'une école principale, dirigée par Soulages lui-même, ouvre à Lyon. Ces écoles forment aussi bien des chefs de détachement, c'est-à-dire des sous-officiers, que des chefs de compagnie, c'est-à-dire des lieutenants. À ce titre, elles reprennent et s'inspirent du modèle classique des écoles militaires et la comparaison est suivie. L'école du maquis est à elle seule est à la fois un Saint-Cyr et un peloton, proclame un numéro de Jeunesse héroïque, édité par France d'abord, un ancien organe de liaison des FTP. Donc dans les sources, on trouve véritablement une volonté de continuité en fait, avec les écoles en se rapprochant de Saint-Cyr. Au sein de ces écoles, tous les futurs cadres, qu'ils soient déjà officiers ou non, reçoivent un complément de formation nécessaire pour les besoins de la clandestinité. Toutefois, les connaissances militaires des officiers sur les méthodes classiques de combat en font des atouts non négligeables et, au même titre que Robert Soulages qui dirige un maquis école, nombre d'anciens officiers sont appelés à devenir instructeurs.
Par la suite, une école nationale des cadres du maquis est créée en juillet 1943 sur le plateau de l'Amoura pour former des équipes volantes d'instruction afin d'encadrer les volontaires. Cette école rassemble les maquisards ayant déjà reçu un minimum de formation et qui, le plus souvent, ont suivi une session dans une école régionale de cadres. Le but de cette école nationale est de donner aux stagiaires une formation complète, physique et militaire, mais aussi morale et intellectuelle. L'enjeu est d'obtenir une appréciation favorable à l'exercice des responsabilités du chef et par là même d'être reconnu apte à partir en équipe volante d'instruction et donc d'assumer des responsabilités au sein des groupes de maquis. Les stagiaires y passent généralement 3 semaines avant de rejoindre leur groupe. Pour parfaire les besoins de la formation, les différents mouvements de résistance intérieure n'hésitent pas à publier un certain nombre de documents de travail qui visent à aider les cadres dans leurs nouvelles fonctions. Les FTP éditent ainsi également une série de manuels sous un titre camouflé et de petits formats afin d'en faciliter l'usage et le transport. 4e manuel de cette série, le fascicule « Le maréchal a dit, 3 petits points, et ce que les patriotes doivent faire », ambitionne de familiariser les maquisards avec les méthodes insurrectionnelles afin de, je cite, « chasser l'envahisseur ». La méthode préconisée est d'attaquer l'ennemi par tous les moyens, de façon à l'affaiblir, mais aussi de, je cite, « préparer l'assaut final ». Ce manuel précise dans le même temps que les conseils prodigués ne sont pas liés à l'expérience de guerre pratiquée par les FTP, dont l'établissement est jugé impossible par les rédacteurs. Il vise à compléter un enseignement que seule l'expérience du terrain peut apporter. On apprend la guerre à la guerre, annonce le livret, et ce n'est que dans la pratique du combat quotidien contre les forces allemandes que peuvent se former soldats et cadres. Il est d'ailleurs précisé que ces pages ne sont avant tout un appel aux armes afin d'apprendre par l'expérience des combats FTP à chasser un jour prochain l'ennemi par les armes. Il n'existe donc pas de formation unique pour les officiers engagés en clandestinité, mais bien autant de formations que d'expériences personnelles des combats vécus. Pourtant, quelques méthodes d'action similaires et objectifs à atteindre sont dessinées à grands traits. Donc, dans la contestation, les gens tendent à agir dans le cadre limité de ce qu'ils connaissent, à innover sur la base des formes existantes et à ignorer toute une partie des possibilités qui leur sont en principe ouvertes, annonce le sociologue et historien Charles Tilly. Cette affirmation souligne les barrières qui s'établiraient, consciemment ou non, dans les mentalités des protagonistes de la clandestinité. Ceux-ci reprendraient alors à leur compte un schéma préalablement établi et connu, modifié à la marge selon une grille d'action personnelle. D'où la place de premier choix qu'occuperaient les officiers de l'armée de terre, rompus au combat et à une certaine expérience de la guerre. Néanmoins, une différence fondamentale dans la formation prodiguée entre les maquis et l'armée régulière apparaît rapidement et qui tient dans les objectifs civiques assignés. Dans son témoignage devant la Commission d'histoire de l'occupation et de la libération de la France, Robert Soulage précise que l'ambition de son école était de fournir aux maquis, en plus d'une formation militaire, une ossature morale et politique, en éduquant l'ensemble de la jeunesse résistante. L'objectif est de convaincre ces jeunes stagiaires de la bonne foi de leur engagement et de faciliter leur mutation de l'état de réfractaire vers celui de combattant. Donc, l'exemple du programme de formation du maquis école La Lavandière, instauré dans les Basses-Alpes, est révélateur des choix opérés. La journée type commence à 6 h du matin par un décrassage sportif de 45 minutes sur le terrain. S'ensuit le nettoyage du camp pour permettre un départ dans les 3 minutes en cas d'alerte, puis la matinée est consacrée aux exercices purement militaires. L'après-midi se caractérise par un enseignement militaire et sportif, puis une formation civique de 2 heures. La journée se clôture par une veillée où sont abordés les thèmes et les sujets d'actualité. Donc, ce type d'instruction se rapproche énormément de celle mise en place dans les écoles de cadres instaurées par le général Delattre ou bien encore par celle des chantiers de jeunesse. Plus que le modèle d'instruction de l'armée régulière, les maquis-écoles font ainsi le choix de s'inspirer des méthodes que l'on pourrait qualifier de paramilitaires et où une place de premier choix est accordée à la formation morale des cadres. Cette formation répond aux besoins spécifiques des maquis FTP, où la dimension clandestine des combats s'accompagne d'une forte coloration politique liée à la volonté de faciliter une insurrection nationale. En cela, il y a une rupture totale avec le système de formation initiale des écoles militaires d'avant-guerre, où les questions sociétales et politiques sont largement minorées, voire totalement absentes. Toutefois, le but de la formation reste bien de parfaire les connaissances militaires des combattants. Ainsi, à titre d'exemple, un manuel intitulé « Instruction provisoire pour l'emploi des corps francs »
et rédigé clandestinement en 1943 par le commandant de Virieu, un ancien officier de carrière et commandant de l'école régionale des cadres des chantiers de jeunesse. Donc le fait que ce soit d'ailleurs ce commandant ancien chef des chantiers de jeunesse explique la continuité et l'affiliation des méthodes. Donc ce manuel est destiné à apprendre les notions élémentaires du combat aux futurs cadres des maquis et à leur fournir les éléments techniques clés de leur métier de soldat. Les techniques de combat prodiguées se limitent aux 3 aspects de la guerre de partisans, reconnaissance, coup de main et défense, en insistant dans ce dernier cas sur l'avantage que constitue la mobilité. L'objectif n'est pas ici de former des combattants accomplis, mais bien d'enseigner à quelques soldats improvisés des recettes d'efficacité dans des cas bien définis. Dans une autre lignée, et s'inspirant des méthodes du Parti communiste, un fascicule des FTP intitulé « Problème de l'heure » ou « Comment les Français doivent collaborer » préconise quant à lui le principe de la guerre de guérilla. Cette brochure estime en effet que la guérilla est la forme de guerre d'où sortira les batailles décisives. Pour ce faire, les groupes de FTP doivent, comme infanterie mobile d'élite, ne laisser échapper aucune occasion de porter les coups à l'ennemi et aux traîtres. Il est précisé que le mode de combat à rechercher est l'offensive par l'attaque subite et hardie, là où l'ennemi s'y attend le moins, puis de se replier tout aussi rapidement. La recherche d'une attaque défensive doit être proscrite. Les objectifs des maquis FTP constituent donc une rupture avec les méthodes militaires traditionnelles. Notons toutefois que le système d'organisation de l'armée est repris. L'unité de base reste le groupe de combat dont il est rappelé qu'il constitue la cellule élémentaire de l'infanterie. Son but est d'allier la mobilité à la puissance de feu grâce à l'utilisation d'armes automatiques portatives. Tout comme au sein de l'armée régulière, l'importance du terrain, du camouflage, des comptes rendus, des déplacements, de l'observation et des transmissions sont repris. Pour parfaire les données théoriques, des suggestions d'exercices préparatoires d'éducation militaire sont proposées en fin d'ouvrage. Camouflage, reptation, exécution de bombes, recherche d'abri, etc. Dans la version militaire stricte, il y a donc peu de nouveautés par rapport aux enseignements prodigués par l'armée régulière, dont le primat est perceptible. Si les actions sur le terrain diffèrent de celles d'une armée régulière par la recherche d'actions soudaines et rapides sans volonté de tenir la position, les méthodes mises en œuvre par les maquis restent néanmoins similaires à celles d'une armée classique. Donc pour conclure, la question de la formation des officiers en clandestinité est un objet difficile à appréhender. Le bagage militaire qu'ils ont reçu tout au long de leur carrière contrevient à l'idée même des combats clandestins. Toutefois, leur expérience du combat et des combats réguliers constitue un atout non négligeable pour les mouvements clandestins, dont les besoins en cadre s'amplifient à compter de la fin 1942 et le début de l'année 1943. Il devient alors nécessaire de former ces derniers à l'aune des besoins militaires, mais aussi politiques, des maquis. Une formation refondue voit le jour, mais qui n'entend pas bouleverser les méthodes militaires classiques mises sur pied par l'armée régulière. Inversement, l'imprégnation des méthodes expérimentées par les différents mouvements paramilitaires de l'armée d'armistice est ici très forte. Répondant aux besoins politiques des maquis qui souhaitent réformer la société française à la fin de la guerre, la formation met volontairement l'accent sur le nouveau rôle politique et social qui incombe à l'officier une fois la guerre finie. Cette volonté se poursuit d'ailleurs à la fin des combats, aussi bien dans les écoles de cadres FFI instaurées par le général Delattre que dans l'ESM, l'école spéciale militaire, donc Saint-Cyr, refondue à nouveau par le général Delattre à la fin de la guerre et qui ambitionne de modifier la société française par le biais des officiers. Je vous remercie. Le but de mon exposé aujourd'hui, vous l'avez compris, et je vais évidemment rebondir sur ce qui a déjà pu être dit ce matin, c'est d'historiciser cette notion de clandestinité, de mettre en avant son caractère polysémique, mais peut-être en décalant le regard par rapport à tout ce dont on a pu parler aujourd'hui, puisque je vais passer la frontière, on va parler de la Belgique, de la gendarmerie belge, et on va également inscrire le propos dans une plus longue durée, puisque je vais commencer mon exposé à partir de la Révolution belge pour arriver jusqu'à là, au milieu du XXe siècle. Donc on va s'inscrire dans la longue durée. Alors pour commencer, je vais peut-être repréciser quelques points qui me paraissent importants pour justifier ces choix. C'est d'abord souligner l'intérêt d'étudier la gendarmerie lorsqu'on se pose des questions par rapport à l'ordre au sens large pour la Belgique.
La gendarmerie est en Belgique, pour qui veut comprendre ce qui se passe en matière de sécurité publique en Belgique, la gendarmerie est vraiment indispensable à considérer. Alors je ne vous dis pas ça parce que ça fait presque 15 ans maintenant que je travaille dessus. Je vous dis ça tout simplement parce que la gendarmerie va être globalement, dès la fin de la Première Guerre mondiale, l'institution centrale, la clé de voûte du système policier belge. Et c'est donc une institution qui va pouvoir gagner de plus en plus d'autonomie, de plus en plus d'importance, et elle va de ce fait concentrer également de plus en plus de critiques. Je vous renvoie à l'actualité, alors maintenant si je dis récente c'est un peu exagéré, de ces 20 dernières années en Belgique, les réformes policières en Belgique qui ont suivi notamment l'affaire Dutroux, dernier avatar d'une longue série de scandales impliquant la police. Cette affaire Dutroux et cette disparition de la gendarmerie au profit, en tout cas cette intégration des polices belges au sein d'une police intégrée, il faut vraiment voir ça comme étant une réaction du monde politique, mais également une réaction de l'opinion publique et de la justice face à un corps qui était devenu, de point ouvrir les guillemets, un État dans l'État, un État hors de contrôle. Donc il est évidemment intéressant de s'intéresser à la gendarmerie par rapport aux questions de clandestinité. Deuxième point, l'intérêt de la Belgique. Il est double. Premier élément qu'il faut souligner, c'est de comprendre que lorsqu'on parle de gendarmerie belge, ou à tout le moins pour le 19e siècle, on est dans un territoire qui est imprégné d'expériences étrangères. La Belgique, je vais vous en parler, gagne son indépendance en 1830 avec la Révolution, et elle va construire son modèle politique, mais également son modèle policier en réaction, en opposition face à des dominations étrangères antérieures. Domination française avec l'annexion de 1795, et puis domination hollandaise du Royaume des Pays-Bas à partir de 1815. Donc, en étudiant la Belgique, on se replace dans une filiation, dans une circulation de débats policiers. Ce qui est également intéressant dans le cas belge, c'est justement ce côté révolutionnaire, ou en tout cas ce côté politique de la société belge, puisque la Belgique gagne son indépendance en 1830, je vous l'ai dit, révolution, mais va connaître une relative stabilité politique par après. Tout au long du XIXe siècle, il n'y a pas de changement de régime. On reste dans ce modèle qui a été conçu à l'origine. Et donc, évidemment, c'est intéressant de discuter la question de la clandestinité et tout ce qui en découle dans cette stabilité politique. Alors, lorsqu'on parle de clandestinité par rapport à la gendarmerie en Belgique, en fait, la question, vous allez le voir, c'est poser le problème par rapport à trois questions principales. Le premier point central, c'est la question de l'uniforme ou de la tenue civile. Le débat autour de la clandestinité, c'est faut-il exercer ses fonctions de gendarme en uniforme ou peut-on exercer ses fonctions de gendarme en tenue civile, ouvrez les guillemets, tenue bourgeoise, comme on dit à l'époque. Donc c'est vraiment la question de la visibilité de la police dans l'exercice de ses fonctions qui est centrale. Question sous-jacente et question qui découle de ce premier point, c'est tout le problème de la bonne police. Peut-on faire de la bonne police en civil et ou en uniforme, et qu'est-ce que la bonne police ? Est-ce qu'une bonne police, c'est être identifiable ? Troisième question présente dans ce débat autour de la clandestinité, c'est la question de savoir qui commande aux gendarmes dans l'exercice de leurs fonctions. Qui va donner l'ordre aux gendarmes d'intervenir ou de ne pas intervenir ? Quelle part d'autonomie pour les gendarmes ? Quelle autorité civile, militaire, policière, administrative, parfois, va pouvoir donner des consignes aux gendarmes sur leur manière d'exercer la mission. Alors, ces trois questions, on les retrouve dès les premiers jours de l'indépendance du pays. La révolution de 1830, du mois de septembre 1830, est suivie par la constitution d'un congrès national, assemblée constituante. Il faut doter le nouvel État d'institutions et d'un modèle politique. Et dès les débats du congrès national, on porte un intérêt central à cette question de la bonne police, à cette question de la légitimité de la police, à cette question de la manière d'exercer la police. 15 janvier 1831, débat du Congrès national, on dénonce notamment tout ce qui tient à la police politique. On dit qu'il ne faut pas, dans une démocratie bourgeoise, dans un État libéral, et la Belgique est très fière de ses valeurs libérales à la Révolution, on ne peut pas accepter de haute police, de police politique. Je cite, « En temps ordinaire, le ministère de la Sûreté est inutile, dangereux même », dit un des représentants au Congrès national. Alors, ce qu'il faut bien comprendre,
c'est que dans cette idéologie libérale de l'époque, ce congrès national de l'époque, qui va dénoncer toute police politique et donc évidemment toute police clandestine, c'est que ce sont des débats qui sont en fait tenus par un groupe, une élite bourgeoise. Alors certes, vous avez des bourgeois libéraux et des bourgeois catholiques, mais on est évidemment dans une minorité, c'est une démocratie minoritaire, peu participative, et au-delà de leur opposition sur le facteur religieux, sur ce clivage religieux, sur la place de l'Église dans la société belge, on a évidemment une proximité évidente de manière de penser entre ces élites bourgeoises. Leur proximité est d'autant plus facile à construire, le raccord est d'autant plus facile à construire, évidemment, que en définissant la bonne police du nouveau royaume, on veut surtout construire une police qui soit tout l'opposé de ce que les Français et les Hollandais ont pu nous faire subir pendant près de 40 ans. Alors, ces principes qui sont définis par le Congrès national vont s'appliquer à la gendarmerie, j'y viens, et vont se rajouter, en fait, au cadre réglementaire de la gendarmerie, cadre réglementaire qui, en 1830, au moment de l'indépendance, en fait, est repiqué de ce qui existait auparavant. Le Congrès national décide de doter le pays, la Belgique, d'une gendarmerie, dit qu'on va l'organiser, certes, mais pour l'organiser, on va reprendre les textes réglementaires français, on va reprendre les textes réglementaires néerlandais. Alors, que disent ces textes ? Que les fonctions de gendarmerie, la bonne police, la police légitime, doit être exercée en uniforme, je cite, « Les uns et les autres, de service commandé ou non, ne sortiront jamais de leur caserne qu'en uniforme, bien peignés, chaussés et armés de leurs sabres. » Règlement sur la gendarmerie de 1815, règlement hollandais repris par la Belgique. Ce fondement ne fait qu'être affirmé, répété, fortifié durant les premières années de l'indépendance du pays. En 1839, notamment, une circulaire du commandant de la gendarmerie rappelle aux officiers et sous-officiers et gendarmes qu'ils ne doivent jamais, dans l'exercice de leurs fonctions, faire aucun acte sans être revêtus de leur uniforme et sans être à même de faire paraître les marques distinctives de leur qualité, afin de ne pas s'exposer à des violences qui ne pourraient être considérées comme des actes de rébellion contre la force armée. 1839. Situation qui est résumée de manière très efficace en 1853 dans ce qu'on appelle la théorie Berthe, c'est-à-dire le manuel de formation des gendarmes en Belgique qui va, édition après édition, en fait, constituer l'ossature de la formation jusqu'au milieu des années 50 du XXe siècle. En 1853, alors cette théorie Berthe, ça fonctionne comme un catéchisme, c'est des questions et des réponses. Que dit-on ? Dernière question, dernière page, dernier point de la théorie Berthe. Que doivent faire les gendarmes pour opérer avec régularité et être à l'abri de tout reproche ? Premier élément souligné, exercer leurs fonctions en étant revêtus de leur uniforme. On est vraiment dans l'insistance de l'importance du travail de gendarmerie exercé en uniforme. Alors, ces affirmations, c'est bien une vision bourgeoise, une vision peut-être un peu théorique, un peu, j'ai dit le mot, idéologique de l'exercice de la police. C'est une vision qui se construit, qui est construite par une minorité, en accord de cette minorité, et elle va relativement rapidement devoir évoluer au principe de réalité, on pourrait dire, notamment par rapport au développement de nouvelles formes de criminalité internationale, on a déjà parlé de l'anarchisme, mais également elle va devoir évoluer par rapport à la naissance, au retour à l'avant-plan de la question sociale et du mouvement ouvrier en Belgique. Alors, la deuxième phase dans cette histoire, c'est donc ce qu'on pourrait appeler la phase du scandale et débat. Alors, les choses évoluent lentement. En 1841, il y a une circulaire des procureurs du roi, donc des procureurs, de magistrats, qui permet, dans certaines circonstances très limitées, selon le principe de proportionnalité, on dirait aujourd'hui, sur réquisition motivée de l'autorité judiciaire, qui permet aux gendarmes de procéder à certaines arrestations en tenue civile. Donc dès 1841, on entrouvre la porte. La porte est entrouverte
ça ne donne pas encore lieu à de grands débats parce que justement on est dans un cadre très limité, dans un cadre judiciaire. Les choses vont commencer à mal tourner, on pourrait dire, à partir des années 70, parce que dans la pratique, de plus en plus, on va voir sur le terrain des gendarmes revêtir une tenue bourgeoise, une tenue civile, dans un cadre juridique, dans un cadre réglementaire un petit peu fragile. On a les grands principes que je vous ai expliqués, on a cette ouverture de 1841, et puis on n'a rien d'autre. Et on voit la pratique du terrain où ces gendarmes revêtent l'uniforme civil dans certaines de leurs missions, certes de police judiciaire, mais également de police d'ordre administrative, où on est un peu dans cette zone grise dont on a déjà parlé, et ça va poser problème. Début des années 1880, nous sommes à Bruxelles, et là, une brigade de gendarmes en civil est créée, avec pour but spécifique de protéger la mobilité du roi, les mouvements du roi. On est en pleine période de crainte des attentats anarchistes, et donc on dit, lorsque le roi se déplace à Bruxelles, pour assurer sa sécurité, on crée un service secret à l'américaine, si vous voulez, qui va assurer sa sécurité. Cette généralisation, ou en tout cas cette accélération du mouvement d'emploi de gendarmes en civil, va donner lieu à toute une série de débats qui vont commencer à apparaître en 1884. Alors, en 1884, les choses dérapent parce que, notamment, le conflit entre catholiques et libéraux, entre élites catholiques et libérales, est beaucoup plus dur. L'usage de gendarmes en civil va devenir un champ de bataille dans cette lutte politique. Les catholiques, en 1884, arrivent au gouvernement, sont majoritaires au gouvernement, enfin sont seuls au gouvernement, et on va voir toute une série de bourgmestres libéraux s'opposer à l'emploi de gendarmes en civil par l'autorité supérieure, par l'autorité centrale. On a là un clivage entre catholiques et libéraux, on a là également un clivage entre autorité centrale et autorité communale. Alors, le débat... Le débat prend véritablement de l'ampleur. On voit s'opposer sur cette question, au Parlement notamment, toute une série d'arguments juridiques pour savoir sur quelle base les gendarmes exercent en civil, pour savoir s'ils peuvent le faire, à quoi ils servent, est-ce que ce sont des mouchards, est-ce qu'ils exercent de la surveillance politique, etc. On a ce premier débat qui apparaît en 1884, mais qui finalement va se terminer par un statu quo. Les libéraux ne vont pas réussir à retourner la situation. Au contraire, le gouvernement catholique considère que les débats au Parlement et les débats juridiques qu'il y a pu avoir ont servi à clarifier la situation et à fortifier les possibilités d'emploi en civil, de gendarmes en civil. 2 ans plus tard, 1886, on pourrait appeler ça second round du scandale, second round du débat, c'est la publication par un... libéral, alors je vais reprendre la définition qui donne lui-même de lui, par un juriste, publiciste, féministe, libre-penseur, étudiant en droit, militant libéral, il se définit lui-même comme étant juif, libéral et frondeur, vous voyez le genre. Donc ce jeune étudiant en droit est poursuivi en justice en 1886 pour avoir traité un gendarme qui le suivait en civil de mouchard, et il est poursuivi pour calomnie et injure par le gendarme. Et donc tout le débat va être de savoir si le gendarme qu'il suivait était en fonction, oui ou non, et puis si vraiment, est-ce qu'on peut considérer que mouchard est une injure, et est-ce que l'étudiant peut être calomnié. Alors, je vous passe les péripéties de procédure, nous sommes en Belgique, rien n'est simple, l'étudiant se rend à son procès, Louis Franck se rend à son procès, un huissier d'audience lui dit qu'il passera plus tard dans la journée, donc il décide d'aller boire un verre au café. Lorsqu'il revient, c'est trop tard, on l'a jugé en son absence, il est condamné. Que fait Louis Franck, étudiant en droit? Il va publier une brochure intitulée « Les gendarmes en bourgeois » où il va présenter sa défense, ce qu'il aurait bien voulu dire devant les juges, mais qu'il n'a pas pu dire, où il va présenter sa défense. Alors l'avantage de cette brochure publiée en 1886, c'est justement qu'elle retrace tous les débats juridiques, politiques, idéologiques qu'il y a pu avoir sur la question de l'emploi ou non de gendarmes en civil. Alors, quelques éléments intéressants quand même, issus de la brochure, pour que vous compreniez son point de vue. Alors, que dit-il, Louis Franck? Les gendarmes, sans tenue, sans uniforme, sans sabre, en un mot, sans armes, ne se conçoivent pas plus qu'on peut concevoir un amiral en Suisse.
Tenue bourgeoise, un accouplement de mots qui sont l'antithèse l'un de l'autre. Il reparle de cette fameuse brigade de protection du roi, qu'il traite de collection de fainéants, gendarmes à leur moment perdu, chargés de la prétendue mission patriotique d'arrêter les auteurs des attentats qui pourraient se commettre contre la personne royale, mais qui en réalité sont des mouchards et qui exercent de la surveillance politique, etc., etc. Le débat a donc été posé. Les catholiques ont réussi à affirmer le principe de l'emploi de gendarmes en civil pour des missions judiciaires, pour des missions également de surveillance politique, ou en tout cas de cette zone grise, de cette mission de police administrative, de surveiller les causes éventuelles des troubles. À la fin du XIXe siècle, c'est un statu quo. Les catholiques restent sur cette ligne-là, et on voit localement sur le terrain une série d'incidents apparaître où des gendarmes en civil, notamment dans des meetings politiques, des meetings notamment ouvriers, sont molestés, sont arrêtés et remis à la police civile, à la police communale. Donc on a toute une série de soubresauts qui apparaissent. Alors ce qui est intéressant à constater dans cette question, c'est que tous ces débats qu'on a posés au XIXe siècle et cette dénonciation de l'emploi de gendarmes en civil, qui finalement, par la pratique, est de plus en plus accepté, va se reposer à un moment important du XXe siècle. Ce moment, c'est, et alors là je fais un bond dans le temps, la Seconde Guerre mondiale. Dans l'histoire policière en Belgique, c'est la Seconde Guerre mondiale où, pour la deuxième fois, on va reposer toutes ces questions de légitimité de l'emploi de gendarmes en civil. Durant la guerre est créée, au sein de la gendarmerie collaborationniste, une compagnie état-major, unité d'élite. Alors je vous passe les débats pour savoir quel est véritablement son rôle. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en son sein, au sein de cette, alors là je cite les archives de la Libération, véritable garde prétorienne du pouvoir, est créé un service de recherche, unité où des gendarmes procèdent à toute une série d'arrestations de civils belges habillés eux-mêmes en tenue bourgeoise. Alors, arrestation de résistants, de trafiquants du marché noir, également quelques arrestations de ressortissants de religion juive. Ce qui est intéressant dans l'emploi de cette compagnie état-major, c'est qu'on va voir, à la Libération, qu'on va dénoncer ses collaborateurs avec les mêmes arguments qu'on a pu utiliser au XIXe siècle. C'est de la police politique, c'est complètement illégitime, on ne peut pas accepter ça en Belgique, etc., etc. Alors, vous allez dire, fort bien, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Non, sauf que ce qui est intéressant, c'est qu'au même moment que sont menés ces procès d'épuration, où on a cette dénonciation de la compagnie d'état-major, la gendarmerie belge se réorganise dans l'après-guerre et crée notamment en 1945 ce qu'on va appeler des BSR, des brigades spéciales de recherche, unité de police judiciaire à la base, qui va rapidement recevoir également comme mission la surveillance des troubles potentiels à l'ordre public, surveillance politique, syndicalisme, etc. Et où, dès 1945, il est acquis que ces gendarmes, ces membres des BSR, exercent leurs fonctions en civil. Vous voyez ? Donc, on normalise, on légalise, on fait passer par la pratique quelque chose que, en même temps, on dénonce, les sections spéciales qu'on dénonce. Donc on voit véritablement une situation un petit peu particulière. Alors, l'apparition de ces BSR, c'est quoi ? C'est véritablement l'amorce de la normalisation de l'emploi en civil, de gendarmes en civil. Ça va aboutir véritablement en 1963, où un arrêté royal de mars 1963 reconnaît le droit aux gendarmes d'exercer certaines missions en civil, à condition évidemment qu'ils puissent s'identifier par l'emploi d'une carte d'identité, etc. Alors, vous le voyez, pour conclure, il me reste 2 minutes, comme ça j'aurai plus ou moins respecté mon timing. La clandestinité, la question de la clandestinité ou du recours à la clandestinité par les gendarmes belges, qu'est-ce qu'on peut dire ? Que sur le temps long, on a une légitimité de la pratique qui est évolutive, dénoncée de manière idéologique et théorique au début, qui va être utilisée dans la pratique, qui donne lieu à toute une série de scandales pour finalement être acceptée et normalisée. Alors là, je rebondis par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, relativement tôt. On est plus de 20 ans, 30 ans même, avant la France. Ce qui est intéressant à constater, c'est que le débat autour de l'usage de la clandestinité par les gendarmes, donc l'exercice de mission de gendarmerie en civil, c'est véritablement quelque chose qui fait intervenir différents registres politiques,
juridique, mais aussi pratique et efficacité policière. Je pense qu'en fait, on peut considérer que cette évolution, au final, montre, en fait, ou en tout cas est un témoin qui illustre la transformation de la gendarmerie, d'un au 19e corps d'abord et avant tout essentiellement militaire, qui certes exerce certaines missions de police civile, à petit un corps beaucoup plus policier, mais d'identité militaire, et surtout que cette acceptation progressive du caractère, de l'emploi de gendarmes en tenue civile montre aussi la transformation de la place de la gendarmerie au sein de l'appareil policier, d'un corps relativement peu important au XIXe siècle à cette clé de voûte de la sécurité dans la Belgique à partir de 1920. Je vous remercie. Monsieur Campion, merci pour cet exposé. Alors, je vais me tourner maintenant vers notre dernier intervenant. Alors là, on va prendre de l'altitude. Le mot est facile. Donc, le lieutenant-colonel Eric Gomez est un officier de l'armée de l'air. Il est actuellement titulaire d'un commandement au commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes. Il est doctorant à l'Institut de recherche Montesquieu. Alors, son exposé va nous emmener en fait sur les traces de l'irruption de l'arme aérienne dans le domaine des actions clandestines, puisque c'est une arme jeune. L'armée de l'air date de 1933, sauf erreur. 34. Mais dès le départ, en fait, ce mode d'action nouveau pour les armées a exploré l'ensemble du spectre du possible, et l'action clandestine en fait partie. Donc, je vous laisse la parole pour nous expliquer tout ça. Bien, merci mon colonel. Mesdames et messieurs, bonjour. Bien, en cette dernière intervention de cette longue table ronde, je vous propose effectivement de quitter notre état de rampant pour prendre un petit peu de hauteur dans notre observation de la clandestinité. Effectivement, reconnaissance, surveillance, infiltration, frappe dans la profondeur, les missions de l'arme aérienne et de ses hommes croisent régulièrement les chemins de la clandestinité. Bénéficiant d'une relative discrétion au sein de la troisième dimension, bénéficiant également de la supériorité aérienne, les aviateurs agissent tantôt en soutien, tantôt en effecteur de la clandestinité. La puissance aérienne, je tiens à le préciser, est un terme qui a été popularisé dans le cadre de l'ouvrage du général Michel Forget, qui a été publié en 2001, et qui évoque la composante militaire aérienne dans son ensemble. Donc pas seulement l'armée de l'air, mais bien évidemment la composante aérienne de la marine. Ici, je centrerai toutefois mon propos sur l'armée de l'air, qui est l'armée que je connais le mieux et pour laquelle j'ai pu illustrer cette implication dans la clandestinité. Alors, comme l'a évoqué le colonel Montul au début de la table ronde, à l'image de l'implication de l'ensemble des corps habillés dans la clandestinité, la contribution de la puissance aérienne dans ce domaine n'est pas évidente. Elle n'est pas évidente de prime abord. Bon, je vous rassure tout de suite, la mission qu'on m'a confiée n'est pas impossible et j'ai accepté avec plaisir le débat. Tout d'abord, pourquoi est-ce que c'est compliqué? Parce que le terme de clandestinité, on l'a dit à plusieurs reprises au cours de la journée, pas forcément dans ces termes-là, mais ce terme induit une action discrète qui met en œuvre des moyens particuliers. L'action clandestine est en principe réalisée par des agents d'un service de renseignement ou plutôt d'un service spécial. C'est un peu ce qu'a illustré ce matin la conservatrice générale Nathalie Genet-Roufiac. Donc ces agents, en fait, agissent en dehors ou à la marge du conflit du droit des conflits armés, pardon. Ces agents portent très rarement l'uniforme de leur pays. Par ailleurs, d'un point de vue hiérarchique, il faut également souligner que l'action clandestine relève depuis la Seconde Guerre mondiale du plus haut niveau politique. C'est un peu la raison pour laquelle ce matin, lorsqu'on évoquait le SDEC, on le positionnait à un très haut niveau politique plus qu'à un niveau militaire. Et donc, cette action clandestine ne relève pas normalement de l'état-major des armées, qui, elle, pour le coup, est l'entité hiérarchique de la puissance aérienne. Donc vous voyez que armes aériennes et clandestinité, c'est un petit peu comme l'huile et le vinaigre, ça ne se mélange pas forcément. Et pourtant,
on peut trouver un point de mélange qui est au niveau des opérations spéciales. Parce que les opérations spéciales, bon, ce sont des opérations qui, elles, pour le coup, sont réalisées par des forces agissant en uniforme et qui sont couvertes par le droit des conflits armés. Il faut remarquer que cette différenciation entre action spéciale et action clandestine reste très récente. En fait, les combattants de la Première Guerre mondiale ne réfléchissaient pas en ces termes. La doctrine n'existait pas encore, qui posait ce qu'était une action spéciale et ce qui était une action clandestine. La lieutenant Barré évoquait tout à l'heure plutôt une habitude de faire des coups de force derrière le territoire ennemi. Mais en fait, c'est ainsi que de 1915 à 1918, une cinquantaine de missions spéciales ont été organisées sur le front ouest par le SR français et avec l'appui du service aéronautique. Transportés par des as prestigieux parfois, tels que le capitaine Georges Guilmer, dont nous avons commémoré hier la mort, ou le sous-lieutenant Jean Navarre, des douaniers, des agents secrets, des soldats français étaient déposés, puis récupérés derrière les lignes allemandes, afin de mener les missions de sabotage ou de renseignement. C'est donc une première approche pour la puissance aérienne de la clandestinité. Bien que spectaculaires et porteuses de forts risques, ces missions, il faut le constater, n'ont pas influé de façon déterminante le cours de la guerre. En effet, l'analyse du renseignement à l'époque n'était que parcellaire, et cette analyse était essentiellement tournée vers la recherche d'informations qui permettraient de percer les défenses de l'adversaire. De même, les actions de sabotage qui étaient réalisées, et qui étaient en grande partie réalisées à destination des infrastructures ferroviaires de l'ennemi, ces actions de sabotage ne pouvaient pas avoir une portée militaire et psychologique très importante. Néanmoins, un peu comme cela a été évoqué tout à l'heure, l'aspect psychologique, la capacité d'emmener derrière les lignes de l'ennemi de façon subreptice des combattants a apporté un poids très fort dans cette action. Mais bon, l'aviation militaire naissante avait tout de même permis l'émergence de nouveaux modes d'action, audacieux, discrets, dans le domaine des opérations clandestines, sans pour autant que l'aviation en soit l'effecteur principal, puisque l'action était elle-même réalisée par des soldats ou par des agents. Soulignant enfin que l'aviation n'était alors que la quatrième arme, en fait, la quatrième arme de l'armée de terre, puisque, comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'armée de l'air a trouvé son autonomie en 1934. Alors, rapidement après sa création, l'armée de l'air et ses réseaux ont fait l'apprentissage de la clandestinité et de ses techniques, dans le cadre, d'une part, d'actions de contre-espionnage. Ça a été un peu évoqué par Bertrand Warusfeld ce matin, mais c'est un aspect de la clandestinité très important. Et l'armée de l'air et les réseaux aéronautiques étaient confrontés aux actions de puissance, des puissances de l'Axe, de l'Union soviétique, qui étaient évidemment très intéressés par les capacités aéronautiques françaises. Et l'armée de l'air a également été amenée à la clandestinité dans le cadre de la guerre civile espagnole. Alors pourquoi la guerre civile espagnole ? Parce que le gouvernement du Front populaire cherchait à marquer secrètement son soutien envers les républicains, comme vous le savez, par le transfert des armes qui avaient été commandées par la République et la République espagnole avant le pronunciamento du général Franco. Dans ce cadre, le président du Conseil, Léon Blum, décida le 12 août 1936 de la mise en œuvre d'une mission clandestine sans faire appel au SR-SCR, qui était le service de renseignement militaire du moment, et qui était pourtant légitime pour ce type de mission. Le dispositif renseignement du SR-SCR avait pourtant été particulièrement étoffé en Espagne, dans la perspective de recueillir des informations précieuses sur les puissances de l'Axe et sur leur mode d'action. Toutefois, le SR-SCR faisait preuve d'une certaine passivité. Il faisait preuve d'une passivité dans le cadre des points de situation réguliers qui lui étaient demandés sur la guerre d'Espagne et sur les différentes positions politiques des uns et des autres.
Et cela parce qu'il estimait que sa mission prioritaire était d'anticiper le prochain conflit avec l'Allemagne. Par ailleurs, soupçonnant les officiers de renseignement militaire d'entretenir des liens avec la cagoule, Léon Blum préféra confier l'exécution de sa stratégie de non-intervention relâchée à Gaston Cusin, qui était syndicaliste douanier et qui, à ce moment-là, était directeur de cabinet du ministre des Finances, et à Jean Moulin, dont nous avons déjà parlé ce matin, qui est évidemment, vous le savez, ancien préfet à ce moment-là, et qui est alors directeur du cabinet du ministre de l'Air. Les deux hommes actionnèrent alors des réseaux clandestins, organisés au sein de la marine marchande, il ne faut pas l'oublier, des réseaux ferrés, bien évidemment, mais aussi de l'aéronautique. Tout cela pour livrer sans trace les armements français. Donc cet épisode a permis à quelques aviateurs de s'acculturer aux techniques de la clandestinité et de les mettre en avant au cours de la Seconde Guerre mondiale. Cette expérience fut notamment transposée dans le cadre du SRR en 1940, lorsque les généraux Jean Bézy et Georges Ronin animèrent les réseaux de résistance air et le SRR de 1940 à 1944 sur le territoire métropolitain. Leur objectif, c'était évidemment essentiellement du renseignement d'intérêt militaire et du renseignement d'intérêt air, qui est une notion assez récente et qui est pourtant pratiquée depuis très longtemps, et la poursuite de la lutte contre l'Allemagne de façon clandestine. Dans ce cadre, il faut également remarquer que des stations clandestines d'écoute de l'armée de l'air ont continué à travailler et se sont installées jusque 1941 aux abords de certaines bases aériennes qui étaient utilisées par les Allemands. Je pense notamment à la base de Cambrai. Et la production de ce renseignement d'origine électromagnétique était transmise par voie détournée, soit par radio, soit par documents donnés directement au service de renseignement britannique. J'évoque cela parce que c'est vrai que les écoutes, on a pu en parler ce matin, c'est toutefois du renseignement d'origine électromagnétique, mais réalisé dans ces conditions-là, c'était vraiment un acte de clandestinité. Et cet acte de clandestinité, lorsque le SRR, avec d'autres, notamment je pense au général Rivet, ont dû se transporter vers l'Afrique du Nord, eh bien, cet acte de clandestinité d'écoute envers les puissances de l'Axe a été maintenu, puisque le SRR a réussi à installer, ou à faire perdurer plutôt, une station d'écoute qui se trouvait à Tunis, et à partir de laquelle il a pu contribuer à la victoire alliée contre le corps expéditionnaire allemand en Afrique du Nord, en donnant des informations régulières et précises sur les positions des flux logistiques qui arrivaient pour l'Africa Corps du général Rommel. Alors enfin, en dehors de ces aspects purement opérationnels, il est également un domaine plus organisationnel et que j'appellerais organique, dans lequel deux aviateurs ont contribué largement à l'émergence des capacités clandestines de la France. L'un d'entre eux a été cité ce matin par Nathalie Genet-Ruffiac. Je pense au colonel Jacques Morlan, enfin son surnom. Et donc, ces deux aviateurs sont largement à l'origine, en fait, sinon de la création, en tout cas du façonnement du service action et des techniques spéciales que ce service action a mis en œuvre pendant plusieurs décennies. Cela se produit dans le cadre de l'émergence de la capacité action dans le champ des services de renseignement qui, jusque 1940, comme ça nous a été dit ce matin, était essentiellement celui de la guerre de l'information et, je dirais, de l'espionnage au sens classique. L'émergence de l'action a sans doute été largement encouragée par les modes d'action novateurs et audacieux du Special Operations Executive, le SOE, qui a été créé en juillet 1940 par Winston Churchill, avec pour mission de soutenir les divers mouvements de résistance des pays d'Europe occidentale
et des pays occupés par l'Allemagne, ainsi que progressivement de tous les pays en guerre, notamment en Extrême-Orient. L'action non conventionnelle et imprévisible devait être la loi afin de mettre à feu l'Europe et réduire les capacités logistiques et opérationnelles de l'armée allemande. Dans ce cadre, les missions aériennes de soutien envers les équipes de renseignement se sont multipliées. Ce sont des missions de dépose, des missions de pick-up en territoire ennemi, qui visent à infiltrer ou exfiltrer des équipes, un peu comme ce qui a été fait au cours de la Première Guerre mondiale. Ce sont également des missions de livraison d'armement, livraison d'équipements, missions de parachutage, missions de reconnaissance à fin d'action. Toutes ces missions ont nécessité l'apprentissage de nombreuses techniques liées à l'aéronautique par les agents secrets britanniques, français et américains. C'est sans doute partiellement ce qui explique l'importance initiale des aviateurs dans la création du service action au sein de la DGER, puis du SDEC, dès 1946. En effet, outre la création assez rapide au sein du service action du SDEC d'une branche aérienne composée de l'escadrille ELA 56, Vaucluse, qui était positionnée sur le terrain de Persan-Beaumont, le service action lui-même a été façonné par 2 aviateurs, comme je le disais tout à l'heure. Tous les 2 issus des réseaux de résistance et de la France libre. Ainsi, le colonel Henri Filambie, dit Jacques Morlan, membre de l'organisation de résistance de l'armée, qui avait rejoint le BCRA de Londres, se voit confier en 1945, au titre de la DGER, le service action de la section de liaison française de l'Extrême-Orient. Comme on le disait tout à l'heure, finalement, l'Indochine a servi de test à toutes ces techniques et à ces organisations. Ce service de liaison française en Extrême-Orient dépendait pour emploi de la force 136. La force 136, qui, comme vous le savez, est issue du SOE et dont la mission était de porter la guerre en Extrême-Orient. Alors, ce sera un demi-échec. Les modes d'action n'étant pas au point, les mésententes entre Gaulois étant très nombreuses, et de nombreuses vies étant mises en danger parmi les parachutistes qui sont engagés dans ces opérations-là. Toutefois, Jacques Morlan se verra confier, de retour en France en 1946, la création du service action du SDEC. Innovant, possédant un réseau important au sein du monde politique et de la haute administration, il parvient à créer le 11e bataillon de choc, constitué autour d'un noyau d'instructeurs installé au fort de Montlouis. Il prend en compte le partage de l'action spéciale des Alliés face à l'Union soviétique, en organisant la formation, puis l'infiltration par voie aérienne d'agents de renseignement issus d'Europe de l'Est. C'est l'opération Minos, qui sera également un échec, mais aura largement mobilisé les capacités aériennes du service dans le cadre des missions de parachutage et d'infiltration. Ces échecs successifs nous montrent toute la difficulté de ce métier. Et pour terminer, le colonel Filambie mobilise ses équipes et son réseau politique une dernière fois afin de créer le corps des nageurs de combat et le centre associé. Prenant sa suite en 1957 dans le contexte de la guerre d'Algérie, le colonel Robert Roussilla, qui est aviateur également, et qui a servi lui aussi au sein de la Résistance, puis a servi au sein de l'escadrille Vaucluse du SDEC, dirigera le service action jusqu'en 1962. Il contribuera largement à l'activité clandestine du service dans le contexte algérien. Alors, ce ne sont que quelques exemples, mais ils illustrent les voies de la clandestinité, clandestinité, désolé, c'est la fin de cette illustration. En tout cas, tout cela illustre le fait que les voies de la clandestinité sont parfois aériennes. Le fait aérien, comme les aviateurs, a joué un rôle important dans les actions clandestines françaises, souvent en tant que soutien et parfois en complète autonomie. Bien entendu, les techniques modernes nous offrent d'autres perspectives que celles que je viens de citer. Je n'ai pas évoqué les drones, les appareils de guerre électronique, la gestion maintenant beaucoup plus étendue de l'espace exo-atmosphérique,
Et tout cela nous permet d'agir avec discrétion dans la profondeur nécessaire à la clandestinité. J'en ai terminé.